Si on te demande de tuer quelqu'un, tu dois le faire sans réfléchir. C'est du fentanyl et de l'opium. Si vous ne portez pas de masque, ça peut vous rendre fou. Le narco va d'abord remarquer ton âge et ta beauté. Il faut bien le choisir. Parce que si tu te mets avec un mec qui est tout en bas de l'échelle, c'est juste un larbin. Je travaille ici 8 heures par jour et tout ça pour 6 €. Si tu travailles avec les narcos, tu es prêt à tout faire? Oui, tout ce qu'ils me demandent. Tuer des gens, livrer de la drogue, tout ce qu'ils veulent. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Nous sommes ce soir au Mexique, dans l'état de Guerrero, car il y a un cartel ici particulièrement violent contre lesquels se révoltent les villages comme celui-ci qui ont constitué des milices d'autodéfense. Mais avant de revenir ici tout à l'heure, nous allons nous rendre tout de suite dans l'état de Sinaloa qui abrite l'un des cartels les plus violents au monde. Le cartel de Sinaloa, précisément, c'est celui du tristement célèbre El Chapo qui a été arrêté il y a quelques années et qui est aujourd'hui en prison aux États-Unis. Ce cartel de Sinaloa contrôle l'essentiel du trafic de cocaïne à travers le monde, mais aussi celui de l'héroïne, car le Mexique est devenu le 3e producteur mondial d'héroïne. Nous allons également nous intéresser à la manière dont ces cartels exercent une influence, une véritable entreprise de séduction à travers la jeunesse mexicaine, qui est fascinée par l'ultraviolence pour une partie d'entre elles. Le cartel de Sinaloa, plongé dans l'empire de la drogue, c'est un document signé Vincent Prado pour Ligne de Front et Enquête exclusive. Culiacán au Mexique, c'est le fief de l'une des plus puissantes organisations criminelles au monde, le cartel de Sinaloa. Sa spécialité, le trafic international de drogue. El Güero et son complice travaillent depuis plusieurs années pour le cartel. Ce sont des sicarios, des tueurs à gages. Ta dernière victime, c'était quand? C'était quand? Bonne question. Ça fait quelques jours. C'était un 1 pour 3. Son chef lui avait demandé d'exécuter une seule personne. Mais sur place, il a dû en tuer 3. On ne pose pas de questions. On nous demande de le faire, donc on le fait. Qu'il y en ait 1, 2 ou 3, qu'ils les veuillent vivants ou morts, on obéit. C'est tout. Les deux hommes ne se séparent jamais de leurs armes. À tout moment, ils peuvent être appelés pour une nouvelle mission. Pour se donner du courage, ils s'arrêtent souvent prier la Santa Muerte, la déesse de la mort, dans cette petite chapelle au bord de la route. Donne-moi la foi. Les deux sicarios lui ont préparé une offrande. Il y a un nom sur cette balle, parce qu'elle est destinée à quelqu'un. Celle-là est pour quelqu'un d'autre, et elle pour un autre. Sur celle-ci, il y a marqué « etc. etc. » parce qu'elle est pour n'importe qui. On lui demande de nous protéger, de prendre soin de nous, de rentrer sain et sauf à la maison. Enfin, si elle le veut bien, parce qu'elle peut aussi nous prendre avec elle. Demain, après-demain, quand elle veut, notre âme lui appartient. C'est la reine des reines, la patronne des patronnes. El Güero et son complice doivent nous quitter. Ils ont rendez-vous avec leur chef. À la nuit tombée, un de nos contacts nous informe qu'un meurtre vient d'être signalé aux autorités. À notre arrivée, les médecins légistes sont déjà sur place.
Heure de début? On est arrivé à 20h11, on va mettre 20h15. Pour les besoins de l'enquête, la scène de crime est analysée et photographiée sous tous les angles. Le médecin légiste a peu de doute. C'est une nouvelle victime des cartels. Il aurait dans les 25-30 ans. Il a des marques de coups sur tout le corps. C'est fréquent de trouver des corps comme celui-ci. Oui, tous les jours. Pourquoi? C'est à cause de la violence qui sévit dans l'État. Beaucoup de ces meurtres sont la conséquence des règlements de compte du crime organisé. Beaucoup de cadavres portent des traces de torture. C'est une façon de faire peur. Ils veulent dissuader les autres groupes de venir sur leur territoire. Tous les jours, on retrouve des jeunes dans cet état, avec des marques de torture. Au Mexique, cette guerre de la drogue entre cartels rivaux tue chaque année près de 25 000 personnes. Belle plage, très prisée des touristes. Montagne presque inhabitée, campagne paisible à perte de vue. L'État de Sinaloa cache bien son jeu. Situé à 9000 km de Paris, sur la côte pacifique du Mexique, sa capitale Culiacán est considérée comme une plaque tournante du trafic de drogue mondial, majoritairement à destination des États-Unis. Opium, cocaïne, cannabis ou encore fentanyl, le cartel de Sinaloa empocherait chaque année entre 3 et 12 milliards de dollars. Je dois leur donner 40 ou 50 000 dollars. Pour blanchir cet argent, les trafiquants investissent massivement dans l'économie locale, en achetant des villas destinées à la location et des centres commerciaux. Plus de 200 000 personnes travailleraient directement ou indirectement pour les narcos. Même des pharmaciens. Ils importent les produits nécessaires à la fabrication de drogues de synthèse. C'est la meilleure qualité. Dans les quartiers pauvres, l'argent des narcotrafiquants fait tourner les têtes. Beaucoup de jeunes femmes rêvent de séduire un riche criminel. T'as repéré des garçons qui te plaisent? Ouais, plein. Pourtant, en 15 ans, cette guerre de la drogue a déjà causé la mort de plus de 230 000 personnes au Mexique. On a environ 5 morts violentes par jour. Et depuis 2006, l'État mexicain, aidé par les États-Unis, tente d'éradiquer les cartels, mais sans succès. Malgré quelques belles prises, comme l'arrestation du célèbre El Chapo en 2016, un des chefs historiques du cartel de Sinaloa, 701e fortune mondiale selon Forbes. Les leaders actuels du cartel de Sinaloa sont toujours extrêmement puissants. Ils disposeraient d'une armée de 100 000 hommes, les fameux sicarios. Même le gouvernement n'a pas ses armes. Mais au sein du cartel, les rivalités sont grandes. Je t'écoute. 3 clans s'affrontent pour le contrôle de ce territoire. Torturé, brûlé, dépecé. J'ai tout fait. Exceptionnellement, plusieurs factions du cartel nous ont ouvert leurs portes. Nous avons eu accès au laboratoire de drogue clandestin. Un important chef du cartel a accepté de nous rencontrer. On transforme le risque en dollars. Immersion dans cet univers ultra-violent où l'argent est roi, la corruption la règle et les meurtres quotidiens. Notre enquête sur le cartel de Sinaloa commence à 5 heures de route de Culiacán, dans ces montagnes. C'est ici que tout a débuté avec le trafic de cannabis dans les années 60, puis le boom de l'opium au début des années 2000. Un homme qui a travaillé plusieurs années pour le clan Chapo a accepté de nous rencontrer. Il est toujours trafiquant de drogue.
El Chapo l'a aidé à se lancer dans les affaires. On était voisins. J'étais tout le temps avec lui. Un jour, il m'a demandé si je voulais planter. Il m'a donné, comme on dit, de quoi couvrir mes frais. Et puis, j'ai commencé à travailler pour lui. Manuel garde un bon souvenir de cette période. C'était vraiment un type super sympa. Quand tu lui demandais un service, quand tu avais un souci, que tu sois de sa famille ou non, il t'apportait toujours son soutien. Ici, on le considère un peu comme un président. C'était vraiment une personne très bien. Si quelqu'un était malade, il n'hésitait pas à mettre son avion à disposition. Rien ne l'arrêtait. Manuel est propriétaire d'un champ de pavot, une plante avec laquelle on fabrique l'héroïne. Salut mon ami. Comment tu vas? Ça va. Il faudrait arroser là. Oui, ce serait bien. Tous les matins avec ses hommes, il récolte la gomme d'opium, une matière brunâtre et visqueuse obtenue après incision de la capsule. 1 kilo de cette substance vaut 600 € dans le Sinaloa et beaucoup plus une fois arrivé sur le sol américain. Là-bas, les prix peuvent tripler. Tu peux gagner 3 fois plus. Planter, c'est un business. Et le but, c'est d'envoyer la production aux États-Unis. Son champ lui rapporterait environ 6 000 € net par an. C'est le double du salaire moyen mexicain, mais 3 fois moins que du temps d'El Chapo. Il y a des nouvelles drogues maintenant qui sont beaucoup plus fortes. La gomme d'opium n'a plus le succès qu'elle avait avant. Pourtant, c'est naturel. C'est pas de la drogue de synthèse. Nous, ça vient d'une plante qui pousse dans la terre. C'est du bio. En fin de matinée dans son ranch, le cultivateur d'opium fait le bilan de sa récolte. Il y a environ 5 kilos de gomme. Peut-être 7. Une belle quantité. Pourtant, Manuel prétend qu'une fois les salaires des ouvriers et les frais payés, il ne lui reste pas grand-chose. Les drogues de synthèse qui font de la concurrence à l'opium de Manuel sont le cristal meth et surtout le fentanyl. Le fentanyl est une substance 40 fois plus puissante que l'héroïne. Un kilo de cette drogue peut générer jusqu'à 1,5 million de dollars de profit. Pour comprendre ce nouveau marché du fentanyl, nous retrouvons dans une chambre d'hôtel de Culiacán El Güero, le tueur à gages adorateur de la Santa Muerte. Tout va bien? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vérifie une voiture. Tu dois toujours être sur tes gardes? Oui, il y a toujours des envieux qui aimeraient bien me faire la peau pour prendre ma place. Au fil des ans, El Güero est monté en grade. En plus d'être sicario, il est ce que l'on appelle un cuisinier, c'est-à-dire qu'il fabrique de la drogue pour le cartel. C'est la meilleure qualité qui existe. Chaque semaine, on arrive à produire jusqu'à 100 000 comprimés, parfois plus. Au Mexique, chaque pilule coûte moins de 1 $. Aux États-Unis, c'est entre 15 et 30 fois plus. En ce moment, le fentanyl est très demandé. Les Américains l'adorent. C'est un peu comme des bonbons pour eux. Malheureusement, il y a des gourmands qui en prennent 2 ou 3. C'est comme ça qu'ils font des overdoses et qu'ils meurent. Cette drogue, très dangereuse, tue chaque année plus de 30 000 personnes aux États-Unis. Personne ne les oblige à en acheter. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire de l'argent. Après avoir obtenu la permission de son cartel, El Güero a accepté de nous montrer comment il fabrique le fentanyl.
Des centaines de laboratoires clandestins sont éparpillés un peu partout dans la campagne mexicaine. Celui d'El Güero n'est qu'à 2 heures du centre de Culiacán. Passe-moi l'acétate. À l'origine, le fentanyl est un médicament, Vas-y, verse. un analgésique opioïde qui sert à soulager les douleurs intenses. Allez, remue. Comme il est très puissant et qu'il ne coûte pas cher, les trafiquants ont détourné son usage en le coupant avec de l'héroïne et d'autres produits chimiques. Attention à ne pas faire de fumée, sinon ça explose. Le processus de fabrication est délicat et dangereux. Si tu doses mal un ingrédient, la recette est foutue. Et il faut tout jeter. Passe-moi la cuillère. Racle bien au fond. Là, on le ferme bien, parce qu'on va le presser pour retirer le maximum de liquide et ne garder que le fromage, comme on l'appelle. Mais la presse à fromage est un peu grippée. Fais voir. C'est coincé. Chaque minute compte. Tire, aide-moi. À tout instant, des guetteurs positionnés aux alentours peuvent les informer par radio d'une patrouille de l'armée dans le secteur. Et après plusieurs minutes d'effort, Tape sur le côté. tout rentre dans l'ordre. Amène le cric. Presse bien. Voilà. Tout ça, ce sont des déchets. Et voici le fromage. C'est du fentanyl et de l'opium. Si vous ne portez pas de masque, ça peut vous rendre fou. Maintenant, on va le sécher. Passe-moi la cuillère. Si El Güero touche environ 800 € pour assassiner une personne, cuisiner pour le cartel lui rapporte beaucoup plus. Ça m'est déjà arrivé de me faire 20 000 € en un mois. C'est beaucoup d'argent. Un médecin ne gagne pas ça. El Güero a commencé à travailler pour le cartel dès l'âge de 16 ans. D'abord comme guetteur, puis comme assistant dans un laboratoire où il a appris les recettes de fabrication. Dans une ferme, tu n'as aucun avenir. T'as pas d'autre choix que de faire ça. Sinon, tu meurs de faim. S'il gagne beaucoup d'argent, El Güero sait aussi qu'il ne pourra jamais quitter le cartel, ni aspirer à une existence plus paisible. Je sais trop de choses maintenant. Je connais plein de gens. Et les boss qui m'ont mis à ce poste, ils me connaissent bien. S'ils voient que j'essaie de m'en aller, ils vont penser que je vais les trahir. Alors, si tu pars, ils te tuent. Fais encore un tour. Ce paquet de drogue va être dissimulé dans un véhicule du cartel pour être emporté en ville. Elle est encore chaude. Une autre équipe est chargée de la confection des pilules. Vas-y, arrache. El Güero est sous les ordres d'un baron de la drogue très actif dans le secteur. Il possède plusieurs laboratoires, d'héroïne, de fentanyl, de meth. Il a beaucoup de pouvoir. Comment les chefs dirigent-ils le cartel? Quelles sont donc les règles à respecter? Après de longues négociations, le patron d'El Güero a accepté de nous parler. Il nous a donné rendez-vous à quelques pas du laboratoire. Il est accompagné par ses hommes. Ils protègent leur patron et surveillent les environs. Le chef se réjouit de l'intérêt mondial pour le fentanyl. Ça marche très bien, c'est très en vogue. C'est la drogue qui rapporte le plus d'argent en ce moment. Quand j'envoie 2 ou 3 kilos, j'investis 10 000 $ et je gagne le triple. On prend beaucoup de risques. Mais en prenant ces risques, on se fait beaucoup d'argent. On transforme le danger en dollars. Cette drogue aux effets dévastateurs pour l'organisme, le cartel en a interdit la vente et la consommation dans tout le Sinaloa.
Et gare à ceux qui n'écoutent pas. On n'en vend pas un gramme ici. Tout part de l'autre côté de la frontière. Les membres du cartel savent qu'on les tue s'ils n'obéissent pas aux ordres. Ils reçoivent 2 avertissements. Au 3e, ils sont exécutés. Pour avoir une chance d'intégrer son cartel, tous les candidats doivent réussir un examen d'entrée. Si on te demande de tuer quelqu'un, tu dois le faire sans réfléchir. Si tu ne le fais pas, on te met une raclée, tu dégages. C'est un test. Si tu n'es pas capable, tu ne viens pas chez nous. Cet après-midi, la dernière production de fentanyl doit être chargée dans un véhicule du cartel. Toi, tu vas par ici. Toi, de l'autre côté. Surveillez bien autour du labo. Les sicarios doivent s'assurer que les alentours sont sans danger. D'ici, on a une vue dégagée. Les militaires sont par là-bas, vers les montagnes. De ce côté-là, on les voit toujours venir, ces imbéciles. On vérifie toujours que la voie est libre. Le groupe craint une descente des militaires. Eux, ils n'arrivent pas à les corrompre, contrairement aux policiers. C'est dangereux. Mais là, ça va. Tout est tranquille. Le feu vert est donné pour le chargement. El Güero et ses assistants finissent de conditionner le fentanyl. Combien de kilos as-tu déjà transporté depuis que tu travailles pour le cartel? Je dirais 5 tonnes, peut-être plus. Des tonnes. Je ne peux pas donner de chiffre exact. Il y en a eu trop. J'ai arrêté de compter. C'est dangereux de transporter de la drogue jusqu'à Culiacán? On a des armes pour se défendre. Mais oui, c'est dangereux parce que si les soldats nous attrapent, ils nous font pas de cadeaux. Pour effectuer le trajet, le groupe est équipé d'armes de guerre. C'est la meilleure. Elle est infaillible. Il y a 90 balles dans le chargeur. On peut les tirer en rafale en moins d'1 minute. Même le gouvernement n'a pas ce type d'arme. Les armes et la drogue ne doivent pas être visibles depuis l'extérieur du véhicule. Les paquets doivent faire la bonne taille pour rentrer dans la cachette. Sinon, on n'arrive pas à refermer et on peut les voir. Là, c'est bon. Tout s'emboîte bien. Après, la drogue partira par avion ou par voiture jusqu'à sa destination finale. Le plus grand danger, ce sont les cartels rivaux. El Güero a déjà été blessé par balle. La balle est entrée ici et elle est ressortie par là. Elle a arraché un morceau d'os. Mais je suis toujours en vie. Ce n'est qu'à de rares occasions que les cartels arrivent à s'unir. Et ce fut le cas le 17 octobre dernier, lors de la libération d'Ovidio, le fils d'El Chapo. On était tranquille entre amis quand on a reçu un appel radio qui demandait de l'aide. On y est tous allés. On a dû tirer, tirer, tirer pour libérer le boss. Un épisode dramatique qui a choqué tout le pays. Ovidio Guzmán est caché dans cette belle villa du centre de Culiacán. Quand vers 15h... Sors! Sors, je te dis! Tranquille! Il est arrêté par les forces de l'ordre. C'est une très grosse prise. Le fils d'El Chapo est comme son père, un puissant baron de la drogue. L'information de sa capture se propage comme une traînée de poudre. Selon les sources, entre 200 et 800 sicarios appartenant à différents cartels attaquent alors la ville. Ils sont équipés de mitrailleuses lourdes, montées sur des camionnettes. Les
les combats sont très violents. Et les cartels prennent rapidement le dessus. Attention, attention, ils sont en train de tirer. Des véhicules de l'armée sont même capturés. Ils sont en train de les libérer. Également attaqués, les gardiens de la prison de haute sécurité laissent s'échapper des dizaines de prisonniers. À 17h30, le président de la République mexicaine ordonne la libération d'Ovidio. Il veut arrêter le bain de sang. On a décidé de protéger la vie des gens. Le gouvernement ne publiera aucun bilan officiel de cet affrontement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, sur ce parking, cette caméra de vidéosurveillance filme l'assassinat de l'un des officiers de police impliqués dans l'arrestation du fils d'El Chapo. Au volant de cette voiture rouge, 4 sicarios vont tirer sur l'homme près de 150 balles en 6 secondes. Une exécution pour tenter de dissuader les autorités de s'attaquer au grand patron de la drogue au Mexique. Les figures importantes du cartel tombées sur le terrain sont pour la plupart enterrées au Panthéon des Narcos, un cimetière privé 5 étoiles où certains mausolées ont des allures de villas de rêve. Vitres blindées, caméras de surveillance, balcon avec vue panoramique et déco tendance. Les familles des victimes dépensent jusqu'à 500 000 € pour un tombeau. Un des plus imposants en construction est celui du frère de Karina, assassiné alors qu'il n'avait que 25 ans. Au centre, il y aura l'emblème de la famille avec une croix au-dessus. Sur les côtés, on va mettre des statues grecques. Une ici, une autre là, 2 de l'autre côté. Ça fera 4 en tout. Ça va coûter 200 000 € au total. À l'intérieur, Karina a vu les choses en grand. On va installer des moulures en fer qui seront recouvertes de feuilles d'or. Devant, le Christ sera en onyx. Il sera illuminé et il y aura une rambarde autour de lui. À l'étage, il va y avoir une petite cuisine avec 3 climatiseurs. En bas, la grande salle sera équipée d'enceintes pour la musique et de spots de différentes couleurs. Un lustre géant descendra également au milieu de la chapelle. On a choisi des choses qu'il aimait. Par exemple, il aimait beaucoup les chevaux. Alors on est en train de faire construire une statue avec un cheval qui se cabre. Dans ce cimetière, Panthéon des Narcos, rares sont les familles qui avouent que la mort de leurs proches est liée au narcotrafic. Il était penché sur son téléphone quand ils l'ont attaqué. Il n'a rien vu venir. Pourtant, il y a des signes qui ne trompent pas. Si tu fais un tour, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a presque que des hommes dans les chapelles. Tous sont des jeunes de 20 à 25 ans. Sur la tombe voisine, nous croisons la mère d'un autre jeune homme assassiné alors qu'il n'avait que 24 ans. Ils sont venus et ils l'ont embarqué. On n'a jamais su pourquoi. 1 an après, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Il n'avait pas d'ennemis, tout le monde l'aimait bien, les jeunes, les vieux. Il aimait s'occuper des petites vieilles, les emmener se promener. Je pense que c'est par jalousie qu'il a été tué. Sur une photo, le jeune homme pose pourtant dans le plus pur style narco, un pistolet plaqué or à la ceinture. Est-ce que sa mort est liée au narcotrafic? La femme semble gênée par la question. Comment vous dire? Parce que je ne trouve pas les mots. Parce que... Il ne ferait pas de mal à une mouche? En face de la chapelle d'Uriel Antonio, un autre saint homme serait enterré. Et dans celle d'à côté, un autre innocent encore, malgré cette statuette d'El Chapo.
Un peu partout sont affichées des photos des morts, une arme à la ceinture. Pour rendre hommage aux victimes, leur famille organise régulièrement des petites fêtes où l'on chante, où l'on boit beaucoup aussi. Magda accompagne la mère et les proches de ce jeune homme assassiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'air très jeune. Beaucoup de personnes meurent dans des circonstances violentes. C'est tout ce que je peux dire. Vous ne pouvez pas préciser? Non. Je peux vraiment rien dire. Magda a peur des représailles. Hors caméra, elle va nous avouer plus tard qu'en plus de son ami, son frère a également été tué d'une balle dans la tête. Le Sinaloa est l'un des États qui compte le plus de meurtres. Ça arrive tous les jours. Personne ne fait rien, c'est sans fin. C'est comme s'il n'y avait pas de gouvernement. Des gens sont tués et le gouvernement ne bouge pas. À Culiacán, la criminalité fait les beaux jours de certaines entreprises, notamment des pompes funèbres. Ce sont en tout 5 sociétés qui se disputent ce marché. Elles se livrent à une course contre la montre pour décrocher l'organisation des funérailles. On a des infos sur des personnes à moitié enterrées. Santos travaille pour l'une d'elles depuis 3 ans. Tiens-toi prêt à partir au cas où l'info est confirmée. Ok, très bien, merci, je commence à me rapprocher. Au bout du fil, un collègue, chargé de trouver le bon tuyau. J'ai reçu un appel. On m'a indiqué que quelqu'un a été assassiné. C'est très fréquent. La scène de crime se trouve dans un quartier pauvre. Santos est payé à la commission et il va essayer de vendre un contrat d'obsèques à la famille de la victime. Pourquoi ils me l'ont enlevé? Pourquoi? Mais ce matin, pas de chance. Salut mec. La concurrence est déjà là. C'est toi qui fais les obsèques? Ouais. Excusez-moi, vous avez déjà choisi l'entreprise de pompes funèbres? Oui. Toutes mes condoléances, mademoiselle. Santos ne se décourage jamais. Si jamais ils ne sont pas d'accord avec un aspect du service offert, alors nous proposons le nôtre. Il faut souvent insister pour gagner un client. Mais avant de tenter une nouvelle approche commerciale, Santos souhaite comprendre ce qui s'est réellement passé. Il aborde en douce un enquêteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, un groupe de tueurs savait où il travaillait. Quand il est sorti, ils se sont approchés à bord d'un véhicule. Le type a couru, il est tombé, et ils ont déchargé leurs armes sur lui. Santos cherche également à recueillir des informations sur la famille du mort. Il avait des enfants? Oui. J'espère qu'ils ne grandiront pas dans la haine en se disant « On a tué mon père, il faut le venger ». C'est au moment du départ de la famille de la victime que Santos va retenter sa chance, au nez à la barbe de son concurrent. Moi aussi, je vais vous laisser ma carte, au cas où le service d'Emmaüs ne vous plaise pas. Ok. On a des services funéraires très bon marché. Merci. De rien. Autre lieu stratégique pour les vendeurs de contrats d'obsèques, la morgue. Santos s'y rend souvent entre 2 scènes de crime. Voilà, c'est le département de médecine légale. Mais là aussi, la concurrence est vive. Salut. Tu attends une famille? Oui. C'est ici que viennent les familles à la recherche d'un proche disparu. Elles ont l'espoir de le reconnaître parmi les photos des 26 000 morts non identifiés que compte le pays. On peut passer des journées entières ici à attendre l'arrivée d'une famille qui recherche un corps. Parfois, le dernier espoir, c'est de le retrouver à la morgue. Après 2 heures d'attente,
Santos est sur le point de quitter les lieux quand il repère quelqu'un. Mon mari a disparu. Depuis combien de temps a-t-il disparu? 5 mois environ. 5 mois? Vous êtes déjà venu ici? Non, c'est un garde qui travaille chez le procureur qui m'a dit de venir. Vous avez des photos de lui? Oui. Santos n'est jamais à court d'arguments pour convaincre un client. En fait, nous avons souvent plus d'informations que le médecin légiste. Laissez-moi prendre une photo pour l'envoyer à mes collègues qui le regardent si quelqu'un lui ressemble. Santos n'a pas totalement perdu sa journée. D'abord, vous devez aller voir le bureau des expertises. Il a réussi à obtenir les coordonnées de cette femme. Merci. À votre service. Malgré ces destins tragiques, beaucoup de jeunes femmes du Sinaloa rêvent d'être en couple avec un narcotrafiquant. Un moyen d'échapper à la misère. Au Mexique, presque une personne sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. C'est dans le centre de Culiacán que vit Jamilette, 18 ans. Je pensais mettre une robe rouge. Mais je me dis qu'une robe qui brille plus, qui se voit plus, ce sera mieux. Oui, tu as raison. Ces 2 jeunes femmes, en dernière année de lycée, se préparent à sortir dans une discothèque appréciée des narcos. Tu veux boire quoi ce soir? J'aime beaucoup le whisky. Ouais, moi aussi. Jamilette est issue d'un milieu modeste. Elle a déjà été en couple avec un narco, mais trop pauvre à son goût. Elle voudra en séduire un plus riche. Il faut bien le choisir. Parce que si tu te mets avec un mec qui est tout en bas de l'échelle, il n'a rien. C'est juste un larbin. Par contre, si tu choisis un gars d'un niveau moyen, je pense que c'est le bon choix. Tu risques moins que d'être avec un narco haut placé. Parce que dans ce cas, ils finiront par te tuer ou te mettre en prison. Juste parce que tu as été trop ambitieuse. Jamilette a déjà tout imaginé. Le narco va d'abord remarquer ton âge et ta beauté. Et la première chose qu'il va te demander, c'est « Je veux avoir un enfant avec toi ». Et toi, si tu es prête, tu réponds « D'accord, mais avant je veux une voiture et une maison ». Ferme ton œil. Jamilette et sa copine vont peaufiner chaque détail de leur apparence pour parfaitement coller au goût des narcos. Certains aiment les filles refaites, celles qui ont un beau corps, des beaux seins, de belles fesses et une petite taille. Ils critiquent beaucoup celles qui n'ont aucun atout. Et toi aussi, tu aimerais refaire quelque chose? Oui, la poitrine, parce que je n'en ai pas. Et mon nez aussi. Jamilette est prête à tout accepter pour arriver à ses fins, même le pire. Si tu trouves un narco qui est gentil avec toi, mais qui est capable de torturer par ailleurs, est-ce que tu restes avec lui? Oui. Je pense que les femmes aiment bien l'adrénaline et adorent le danger. J'ai fini, je suis prête. Tu veux mettre un serre-tête? Oui. Après 4 heures de maquillage, ça te va bien? les 2 jeunes femmes s'estiment satisfaites. Une bouteille de whisky, s'il vous plaît. Mais à l'intérieur de la boîte de nuit, Jamilette et son ami ont de la concurrence. Les 2 jeunes femmes enchaînent les verres de whisky. Quand un groupe d'hommes au look typique de la région les repère et les invite enfin à danser. Leur attitude froide et impassible fait partie du jeu.
Jamilette veut faire la différence avec les autres femmes. Elles savent qu'elles sont bien foutues. Elles en font des caisses quand elles dansent, quand elles boivent. Elles montent sur les tables, vont offrir des bières aux musiciens. Moi, je n'ai pas besoin de donner de la bière aux musiciens pour me faire remarquer. Tu as repéré des mecs qui te plaisent? Ouais, plein. C'est au moment du départ, sur le parking de la discothèque, que Jamilette fait une jolie rencontre. On cherche à savoir qui est ce cavalier. On nous demande alors de couper la caméra et de quitter les lieux. Le lendemain matin, c'est près du marché central que nous retrouvons Jamilette. Et elle a une bonne nouvelle. Bonjour Chaito. Bonjour. Vous auriez de la poudre de vipère pour une purification? Oui. Je te dois combien? 1,50 €. Merci. La jeune femme a décidé de consulter une sorcière pour une séance de purification. Une pratique très populaire au Mexique. C'est dans la salle d'attente, sous le regard de la Santa Muerte, que Jamilette se confie sur sa rencontre de la veille. C'est certainement un narco. Pourquoi je dis ça? C'est sa manière d'agir sans me connaître. Il a payé un groupe de musiciens pendant 3 ou 4 heures. C'était pas un petit mec comme on dit à Culiacán. C'était un gentleman. Il n'était pas en mode « je suis un narco, narco, narco » ou encore « je vais en boîte avec un flingue ou de la drogue ». Non, c'est un mec bien. Je crois que ça a matché. Ces rituels sont un mélange de croyances catholiques, de coutumes indigènes et de magie noire. Je te libère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te protège avec une bulle de lumière. Jamilette a un lourd passé. Luz, la sorcière, remarque sur elle plusieurs anomalies. T'es un peu enflammée ici. Oui. Tu as les mains toutes rouges. On dirait que quelqu'un t'a enchaînée. Regarde, tu es toute rouge. Tu as comme un poids sur la poitrine. Il faut t'en libérer. Je ne pensais pas que tu étais si mal en point. Je ne pensais pas que tu allais si mal. Oh, puissant Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit. Sors tout ce qu'il y a de mauvais dans ce corps. Jamilette avoue alors à Luz le mal qui la ronge. C'est mon père. Il ne veut pas que je sois heureuse avec quelqu'un. Ton père est amoureux de toi? Il te désire? Il t'aime comme une femme? Oui. Il ne veut pas que tu sois heureuse avec un autre homme? Le père de Jamilette est un narcotrafiquant. Il l'a abandonnée avec sa mère quand elle était encore bébé. Mais depuis qu'elle est devenue une jeune femme, il la harcèle. Après s'être confiée à Luz, Jamilette a décidé d'avancer et de changer de vie. Je veux juste me purifier. Pardonner à mon père et ne plus agir comme ça avec les gens. Ne plus les manipuler. Je vais essayer de trouver quelqu'un de bien. Pour la sorcière, les cas de jeunes femmes attirées par les narcos sont fréquents dans la région. Il se sert de ses filles. Elles tombent amoureuses. Ils leur disent des belles choses, leur achètent des vêtements, des chaussures, les invitent à dîner dans les meilleurs restaurants. Puis, ils se lassent et les laissent tomber. Moi, je leur dis de ne pas être stupides, qu'elles sont jeunes, qu'il y a plein de beaux garçons, qu'elles devraient s'éloigner de cette vie parce qu'elles n'apportent rien de bon. Il n'y a que la mort qui les attend. Luz connaît très bien le monde des narcos. Il lui demande souvent de l'aide. Ils viennent me voir avant de faire des transferts de cocaïne par avion ou des transports de marijuana.
pour que tout se passe bien jusqu'à la frontière. Ils me demandent aussi de les protéger si quelqu'un cherche à les tuer. Luz aurait préféré éviter d'avoir affaire aux narcos, mais elle n'a pas vraiment eu le choix. Je suis obligée de le faire. Si je ne le fais pas, ils me menacent et disent qu'ils vont tuer mes enfants. Donc je le fais par peur, pas par envie. Une fois entré, on ne peut plus en sortir. On sait beaucoup trop de choses. On connaît des noms, des policiers, des politiques. On est pris au piège. Une fois, je me suis échappée et ils ont tué mon frère. Ils l'ont coupé en morceaux. Lui ont coupé la tête et lui ont retiré le cœur. C'est de ma faute parce que j'ai voulu fuir. Cet univers des narcos où la mort rythme le quotidien attire aussi de nombreux jeunes garçons en quête d'un avenir meilleur. À Culiacán, ils sont beaucoup à rêver de devenir narcos plutôt que médecins. Mets les pommes de terre ici. Toi, mets ça là-bas. Ça va ici. Luis est lycéen. Plus vite, Luis. Après l'école, il travaille chez Rodolfo, Dépêche-toi. le propriétaire de ce magasin de fruits et légumes. Luis, prends cette caisse en plastique et mets les salades dedans. Suivant le nombre d'heures travaillées, Luis touche entre 5 et 10 euros par jour. Imagine, je travaille ici 8 heures par jour et je me prends sans arrêt des reproches. Tout ça pour 6 euros. C'est à peine un repas. Si tu travailles pour le cartel, tu auras toujours de l'argent de poche. Tu peux t'acheter des fringues. Si tu travailles avec les narcos, tu es prêt à tout faire? Oui, tout ce qu'ils me demandent. Tuer des gens, livrer de la drogue, tout ce qu'ils veulent. Mets ça comme ça. Pose les salades ici. Le patron sait qu'il ne peut rien faire pour empêcher un jour ces jeunes d'aller travailler pour les narcos. Bien sûr qu'ils sont conscients des risques. Ils savent qu'ils vont finir en prison. Tout ça pour de l'argent. Parfois, ils reçoivent 1000, 2000, voire 4000 euros. Chez moi, c'est plutôt entre 60 et 80 euros la semaine. Tu as déjà eu des jeunes qui ont travaillé pour toi et qui ont été tués par les narcos? Oui, 2. Luis habite à quelques rues du magasin. Poussez les gars. L'adolescent de 17 ans est au volant du pick-up de son patron. Tu as ton permis? Non, non. Tu conduis sans? Oui, sans permis. J'ai pas trop le choix. Je vais pas y aller à pied juste parce que j'ai pas le permis. Et si la police t'arrête? Tu leur files 5 euros et c'est bon. Luis vit avec son père, son frère et sa sœur dans cette petite maison de 3 pièces. Comme on n'a pas de luminaire au plafond, on branche juste l'ampoule comme ça pour avoir de la lumière. Ici, c'est ma chambre. Je dors avec mon frère. Là-bas, il y a la salle de bain. Et c'est ici qu'on range nos vêtements. Dans la salle de bain, l'eau n'arrive plus depuis longtemps. Comme la douche ne marche pas, on doit chercher de l'eau dehors, avec un seau. La chambre de sa sœur n'est guère plus confortable. Quant à son père, petit vendeur de rue, il dort à côté de la cuisine. Ton père sait que tu veux travailler pour les narcos? Non, il ne le sait pas. Et qu'est-ce qu'il va penser quand tu lui diras? Peut-être qu'il va se sentir mal. Mais c'est pour notre bien si je fais ça. Je veux que chacun puisse acheter un téléphone portable, des vêtements, qu'il puisse dormir confortablement, avoir une maison convenable. Je veux aussi pouvoir remplir le frigo de nourriture. Donc si un narco te demande de laisser tomber l'école, tu le fais? S'il me demande de quitter l'école, oui, j'arrête et je commence à bosser. En ce moment, on a plus besoin de choses matérielles que d'aller à l'école.
À Culiacán, le salaire minimum n'est que de 120 € par mois. Une aubaine pour les narcotrafiquants qui, pour quelques billets, n'hésitent pas à corrompre une partie de la jeunesse. En 10 ans, cette guerre des cartels est aussi responsable de plus de 44 000 disparitions dans le pays. Essentiellement des jeunes. Régulièrement, on découvre des charniers. À Culiacán, une femme consacre son temps à les rechercher, souvent au péril de sa vie. J'ai 280 disparus, plus tous ceux qui sont en train d'arriver. 3 nouveaux cette semaine. Le nombre ne cesse d'augmenter. Ce matin, Isabelle démarre une nouvelle mission. Quelques jours plus tôt, une personne a glissé sous sa porte l'adresse précise d'un charnier. Au cours des 3 dernières années, elle et son groupe ont déjà retrouvé 70 corps. Celui-ci était enterré. Il y avait beaucoup de chaux sur lui, pour que les odeurs ne remontent pas. Il a été identifié grâce à un tatouage sur son dos. Regarde, ce jeune, c'est lui. Et il a fini malheureusement comme ça. Isabelle a elle aussi perdu son fils. C'est ici qu'ils ont probablement amené mon fils. Tout était calciné. On a retrouvé des pièces de monnaie, des menottes et beaucoup d'os brûlés. Peut-être qu'un de ces fragments appartient à mon fils. Pour lui rendre hommage, Isabelle s'est fait tatouer son portrait. Son fils était policier municipal. Il a été le témoin gênant d'une attaque contre un groupe de militaires qui transportait un narcotrafiquant. Là-bas, il y a les gants et les masques. Il faut qu'on se les répartisse. C'est dans son salon qu'Isabelle accueille le groupe de bénévoles du jour. Ce sont tous des parents d'enfants disparus. Toi, tu pourras prendre des photos avec ton téléphone. En plus des pioches et des pelles, les chercheuses de cadavres, c'est ainsi qu'on les appelle au Mexique, utilisent un outil très particulier. Regarde ici, c'est en forme de spirale. On introduit cette partie dans le sol aussi profond que possible. Quand on la sort, on regarde là où il y a de la terre. On la renifle. Et s'il y a un cadavre qui est en train de se décomposer, on le sait grâce à l'odeur ou à la couleur de la terre. Je suis accompagnée de 14 personnes et nous avons 4 véhicules. Lors de ses missions à haut risque, avant de prendre la route, Isabelle informe toujours les autorités et leur transmet une photo du groupe. Chaque fois qu'on part sur le terrain, on ne sait jamais sur qui on va tomber et qui on va déranger. Alors oui, on prend beaucoup de risques. Le lieu où se rend Isabelle a été indiqué par un proche du cartel. On t'écoute. Les filles, on passe sur le canal 5. Dans la voiture, il y a Luz. Son fils a également disparu. Ça fait 5 ans, 7 mois et 19 jours. Et elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Au Mexique, seuls 2 crimes sur 100 sont résolus. Ce qu'on peut juste faire, c'est de creuser. Creuser le plus profond possible. Retrouver n'importe quel corps est une victoire. Ça peut être mon fils, celui de Luz, celui de mes autres coéquipières. Le cimetière clandestin se trouverait à 20 minutes de marche. No, no estamos locas, como dice por ahí. Buscamos a nuestros hijos, señores. ¿Qué pasó? Qu'est-ce qui se passe? En chemin, Isabelle tombe sur les premiers indices. J'ai besoin d'aide. Une chaussure abandonnée. Il faut vérifier ce que c'est. Et un peu plus loin, un fragment de squelette. C'est un os, mais on ne sait pas de quoi. Ça pourrait être l'os d'un animal ou d'un être humain. L'os sera analysé par un spécialiste. On est arrivé. Ce sont les bonnes coordonnées GPS. Vous voyez,
il y a des racines qui sont coupées. Cela veut dire que quelqu'un a creusé ici, puis que ça a été recouvert de terre. Au fil de ses recherches, Isabelle a appris à penser comme un criminel. Il faut se dire, où est-ce que tu vas le tuer? Où est-ce que tu vas l'emmener? Tu passes d'un état d'esprit de mère au foyer à celui du pire délinquant qui soit. Et c'est comme ça qu'on doit penser. L'informateur d'Isabelle souhaite rester anonyme. Il lui a juste dessiné un schéma du site. Ça, c'est l'arbre qui est juste là. On imagine qu'il y a un corps ici et 50 cm plus loin un autre corps, et ainsi de suite. On pense qu'il y aurait 10 corps enterrés ici, disposés en cercle. Nous aimerions en trouver juste un, car si on en trouve un, on trouvera les autres. Les assassins semblent avoir recouvert les corps avec des blocs de pierre, roulés depuis les hauteurs. Ce n'est pas ces quelques cailloux qui vont nous arrêter. Il y a 10 mères qui sont en train de pleurer leur enfant. 10 corps ici, tu te rends compte? Quel acharnement. Faire ça ici, c'est horrible. Après plusieurs heures de recherche, les fouilles sont interrompues. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, Junior, despierta. Luna ya se metió. Joyeux anniversaire, mon fils. Peu importe où tu te trouves. Je te chercherai jusqu'à mon dernier souffle, même si je dois mourir dans la bataille. Même si tu n'es plus de ce monde, je te retrouverai quand même, mon fils. Peu importe où tu te trouves, je t'aime, je t'embrasse, tu me manques. Reviens à la maison. Ça va aller, Myrta. Ça va aller. En ton honneur, tout ça c'est pour toi. Mon fils a disparu le 12 novembre 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Un commando armé l'a enlevé et jusqu'à maintenant nous n'avons aucune piste. Rien du tout. Motivés par la détermination de ces femmes, les hommes redoublent d'efforts. Un petit os, il nous faut juste un petit os. Mais 3 heures plus tard, le groupe est fatigué. Les mines sont déconfites. Isabelle doit se rendre à l'évidence. Le problème, c'est qu'on ne tombe que sur des pierres et encore des pierres. Les esprits fatiguent. Tout le monde perd espoir. Elle décide de stopper les recherches. Avec 35 000 morts, pour la plupart attribuables aux narcos, 2019 a été l'année la plus meurtrière au Mexique depuis le début de la guerre contre la drogue. Si quelques têtes tombent, les bénéfices des cartels continuent de se chiffrer en dizaines de milliards de dollars. Depuis 2006, les différents gouvernements mexicains ont déclaré la guerre aux cartels de la drogue, une guerre qui a fait en 14 ans plus de 230 000 morts et des milliers de disparus. Pendant ce temps, le narcotrafic a essaimé à travers tout le pays, gagnant plusieurs États de la fédération. Le nouveau président, Andrés Manuel López Obrador, a lui changé de stratégie. Il a déclaré la guerre à la corruption plutôt qu'au narcotrafic, car, dit-il, on ne répond pas à la violence par la violence. Mais les observateurs aujourd'hui doutent de l'efficacité de cette stratégie, des câlins contre des balles, car la violence continue.